Écoutez, je vous propose de démarrer là maintenant. D'autres vont nous rejoindre en cours de route, donc on va pas retarder le planning de la journée plus que ça. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire organisé par ITS Integra et Microsoft. Le sujet, pour faire extrêmement simple, donc vous l'avez vu, hein, c'est de maîtriser, enfin, ou pour vous, de maîtriser la sécurité de vos postes de travail virtuels dans Microsoft Azure. Pour le résumer très très simplement, on va parler essentiellement de Windows Virtual Desktop. On va vous expliquer pourquoi nous pensons que c'est une solution qui est particulièrement bien adaptée au contexte actuel que nous vivons et qui est certainement encore là pour un petit moment et qui deviendra notre réalité pour demain, de toute manière. Je me présente très très rapidement, je m'appelle Yann Gabriel, je suis en charge du pôle Alliance et Marketing chez ITS Integra, donc on gère aussi bien les partenaires stratégiques, technologiques, que le marketing au sens très très large, donc des offres jusqu'aux opérations au terrain. C'est pas moi qui veut vraiment vous apporter de la valeur aujourd'hui, hein. J'ai réuni autour de moi deux experts, donc Steve José Lourenco, qui est architecte chez ITS Integra, Cloud Architect pour être plus précis, et Pascal Solière, qui est CSA, donc Cloud Solutions Architect pour ceux qui sont un peu au courant de la terminologie chez Microsoft. C'est surtout eux qui vont vous apporter de la valeur et vous passer les bons messages. L'idée, c'est que ce soit relativement interactif comme session, donc il n'y aura pas des blocs monolithiques, hein. L'idée, c'est qu'on intervienne tous sur les différents sujets qu'on va aborder. Je vous rappelle, c'est très important que cette session est enregistrée. Vous pourrez ensuite la revoir ou la rediffuser autour de vous, il n'y a aucun problème. On la diffusera dans un mail de remerciement. J'aimerais également dire un grand merci à Caro et Gaël qui ont œuvré dans l'ombre pour nous permettre d'organiser la session. Et puis, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Donc, très, très rapidement, mais vraiment en une phrase, ITS Integra, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pardon, est donc un opérateur multi-cloud ultra sécurisé français et prestataire de services managés, comme on dit assez couramment aujourd'hui. À ce titre, nous sommes, entre autres, partenaires avec Microsoft sur l'offre des clouds de Microsoft, principalement Azure et M365. Nous sommes Gold Partenaires, ce qui nous permet aussi d'organiser cette session-là et de vraiment faire un focus sur cette solution qui nous paraît extrêmement intéressant pour pas mal de clients à nous et qui sont des sujets qu'on entame assez quotidiennement, j'ai envie de dire, regardons Steve, avec certains clients chez nous actuellement. Très rapidement, on va poser un peu le contexte, hein, je pense que c'est important. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à lire le baromètre du télétravail 2020 qui a été édité par Malakoff Humanis et qui vient de sortir. Il y a une petite faute de frappe, c'est bien Malakoff Humanis, on est bien d'accord. Et c'est extrêmement important. Alors, ça donne aussi bien les côtés, on va dire, intéressants du télétravail, mais aussi quelques dangers ou une certaine souffrance de la part des salariés qui sont concernés et notamment aussi des dirigeants. Ce qui est très intéressant, c'est que ça chamboule un peu tout, dans le sens où on avait peut-être tous certaines idées reçues et qui ne sont pas si vraies que ça. Déjà, premier constat, à l'heure d'aujourd'hui, après un an, on va dire, de situation assez exceptionnelle liée aux conditions sanitaires, la part finalement des télétravailleurs reste assez stable après un premier pic ponctuel plutôt au mois d'avril, qui a vu le nombre de télétravailleurs des entreprises fortement augmenter. On revient à peu près au niveau d'avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fini le télétravail, on arrête tout, tout le monde revient dans les murs. Je pense que c'est pas ça le vrai message. Le vrai message derrière, c'est de dire, constatons qu'il y a déjà une forte augmentation pardon, du nombre de jours à domicile. Que les télétravailleurs passent donc à domicile. On est passé de 1,6 en moyenne à 3,6 jours par semaine. Donc, je pense que si on doit en tirer des enseignements, c'est surtout ce mix-là qui est intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez fait chez vous dans vos organisations, si vous avez vu passer ça. On a pu faire, nous, par exemple, en début d'année, une enquête interne sur les conditions de télétravail, sur ce qui en ressortait et quel était le ressentiment des salariés. Donc, globalement, et je pense que l'étude reprend exactement ces points-là aussi, hein, donc on n'est pas une exception à la règle. Globalement, les salariés sont plutôt satisfaits, hein, et il y a clairement quelques avantages. On le voit aussi c'est assez rare pour le préciser, hein, l'étude le met en exergue. Donc il y a, on va dire, un alignement quelque part entre les salariés et les dirigeants, hein, qui sont plutôt contents de la situation. Maintenant, on voit aussi qu'il y a pas mal de souffrances derrière, et notamment sur le lien social et d'autres problématiques, hein, qui peuvent être liées. Donc, on ne va pas tout peindre en super blanc non plus, tout va bien, hein, c'est pas ça le discours. Le discours est de dire,
de ce qu'on en voit, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, et ce qui concerne pas mal de nos clients, on s'oriente vers un mix. Donc finalement, j'ai envie de dire, nous qui le prenons au quotidien, le télétravail ou le travail demain sera hybride, un peu comme le cloud, hein, tel qu'on le perçoit nous. C'est une situation qui n'est pas totalement anodine, il faut en tenir compte. Très clairement, et ça c'est un des sujets du webinaire, c'est la sécurisation de la solution dont on va parler. De manière générale, on sait que la dimension sécurisation de l'IT, sécurisation de la donnée est devenue absolument primordiale, et tout le monde l'a réalisé. Alors nous, on savait déjà, hein, bon nombre d'entreprises le savaient déjà, le réaliser. Par contre, effectivement, on va en parler tout à l'heure, rapidement, hein, c'est pas la peine de trop verser non plus dans la dépression, mais il y a effectivement une augmentation assez spectaculaire des attaques. Il y a un changement de cible aussi, ou du moins une homogénéisation sur les entreprises ciblées. Il faut en tenir compte, et toujours est-il qu'il y a eu un chamboulement au niveau des méthodes et au niveau des habitudes dans le télétravail, pardon. Ce qui fait aussi, et ça, je veux dire, c'est une problématique qui est gérée par les DSI depuis un petit moment déjà dans le cadre des nomades. Aujourd'hui, c'est juste une population beaucoup plus large qu'il faut adresser et avec des besoins plus globaux. C'est la sécurité informatique, ça se passe plus juste dans les murs de l'entreprise, ça se passe aussi à l'extérieur avec ses propres salariés, des tiers, des objets connectés, et ainsi de suite. Le tout dans une certaine flexibilité. On l'a vu, hein, globalement, les salariés sont extrêmement satisfaits ou plutôt satisfaits, du moins par les outils qui ont été mis à disposition. Maintenant, le fait d'être soit dans les murs de l'entreprise, soit chez soi, et ça de manière assez fluide dans la transition, ça pose quand même un certain nombre de problématiques en termes de confort et en termes de sécurisation. Alors, ce qu'on a pu voir déjà, et c'est absolument naturel, tout à fait normal, et c'est certainement pas Microsoft qui va dire le contraire là-dessus, il y a eu une bascule absolument massive vers le cloud public, vers des solutions de cloud public au sens très très large. Alors, on n'a pas mis l'ensemble des solutions qui ont qui ont particulièrement le vent en poupe depuis le mars de l'année dernière. On a mis quelques-uns quand même qui avaient vraiment parmi les plus fortes croissances. On voit aussi bien Office 365 que Teams qui a vraiment cartonné depuis l'année dernière. Zoom, presque tout le monde connaît maintenant, alors que c'était quasiment inconnu, du moins, entre guillemets, grand public auparavant, les Google Workspace et ainsi de suite. Bien sûr, tout le monde s'est rué dans un premier temps sur tout ce qui était outils collaboratifs. Et c'est vraiment ça le plus important, hein. Comment est-ce que je peux stocker, partager avec mes collègues, avec les différentes équipes de l'entreprise? Comment est-ce que je peux améliorer la communication? Et ce sont des solutions qui sont, entre guillemets, toutes prêtes pour faire justement cela. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit aussi, OK, donc on a basculé assez rapidement dans le cloud public, ça s'est plutôt bien passé, hein, donc félicitations à tous les DSI qui ont pu mener ce type de projet-là, souvent en très peu de temps, il faut le préciser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on commence en bas à gauche, on est plutôt sur la réalité d'un parc applicatif multisocle. Le multi-cloud, c'est devenu très très rapidement une réalité pour plein d'entreprises qui ne l'envisageaient peut-être pas plus que ça il y a un peu plus de 12 mois. Ce qui peut également poser problématique sur l'IT à deux vitesses, hein, donc entre le legacy qui est sur site ou hébergé ailleurs et ce qui est dans le cloud public. Le legacy n'est pas forcément vieux, hein, le legacy peut être renouvelé depuis seulement 1 an ou 2 ans ou quelque chose comme ça. Vous avez un parc de licences, vous avez des problématiques d'amortissement d'hardware et ce genre de choses-là. Donc, il faut en tenir compte. Parfois, le fait de basculer dans le cloud public, finalement, ça peut vous faire jusqu'à un certain point des coûts de licence en double, alors qui ne sont peut-être pas forcément financièrement vus de la même manière, entre CAPEX et l'OPEX, plutôt dans le cloud public. Toujours est-il que vous n'avez pas forcément envie. Alors, vous avez envie de continuer sur le même modèle et vous voyez bien les apports et les bénéfices pour les salariés, mais par contre, vous n'avez peut-être pas forcément envie de tomber dans une non-maîtrise des coûts, dans le sens où vous payez potentiellement les licences 2 fois. Alors, on s'est penché sur le sujet et c'est un sujet qui est extrêmement récurrent avec nos clients. Je viens de renouveler mon parc, typiquement Microsoft, hein, qui reste une solution Windows OS qui est extrêmement implantée dans les entreprises. Alors c'est bien, mais si je continue à tout laisser, laisser une partie de mes applications dans le cloud public, finalement, je paye double. On s'est penché sur la solution et on s'est dit, ce qui est parfait, justement, c'est les solutions qui sont pensées au départ pour pallier à ce problème-là et pour répondre finalement aux 2 modèles. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser vos licences on-premise dans le cloud public
Et pour le coup, on va parler plus spécifiquement de Windows Virtual Desktop dans Azure. Sur ce, je vais passer la parole tout de suite au premier expert qui intervient, donc c'est Pascal Solière, qui va nous faire un petit passage de revue de la solution des différentes fonctionnalités. Ça va être relativement bref parce qu'on va vraiment rentrer ensuite dans la sécurisation qui reste aujourd'hui un très très gros sujet. À Merci toi, Yann. Pascal. Merci Yann. Donc effectivement, 2 mots sur Windows Virtual Desktop, la solution elle-même. Windows Virtual Desktop, c'est l'évolution dans le cloud de ce qu'on connaît depuis un certain temps avec les services remote desktop de Windows Server. Donc on peut toujours utiliser Windows Server comme hôte de session dans Windows Virtual Desktop, mais on peut également utiliser une nouvelle expérience Windows 10 qui est un Windows 10 multi-utilisateur qui est spécifique, propre à la solution Windows Virtual Desktop. C'est une version de Windows 10 qu'on ne trouve que dans le contexte de Windows Virtual Desktop et dans Azure. Donc un Windows 10 multi-utilisateur. On peut également utiliser évidemment des Windows 10 mono-utilisateurs, Windows 10 entreprise, dans le cas où on a besoin d'un poste spécifique par utilisateur. Le fait d'utiliser donc un Windows 10 multi-utilisateur nous permet à la fois d'avoir une économie d'échelle au niveau des licences et au niveau de la consommation des machines virtuelles, puisqu'on va pouvoir héberger plusieurs utilisateurs par machine, mais également d'avoir une compatibilité à 100% avec les applications utilisées par les utilisateurs, donc à savoir, entre autres, les applications Office, qui s'appelle maintenant Microsoft 365 Apps. Donc on aura la compatibilité complète avec, par exemple, je cite des exemples qui étaient complexes à gérer auparavant, donc l'indexation par exemple de Outlook, des messages d'Outlook, et puis le cache de OneDrive for Business, qui n'était absolument pas utilisable sur un contexte Windows Server auparavant. On a évidemment des process de migration de fermes RDS qui sont possibles, et puis on a un avantage également en termes de déploiement très rapide. Donc, en quelques minutes, on peut avoir une ferme Windows Virtual Desktop déployée complète, que ce soit avec du scripting, avec le portail graphique également, mais aussi avec des chaînes, des pipelines pardon, de type DevOps, de type CI/CD. On a également d'autres avantages de la solution du fait qu'elle est dans le cloud dans Oracle. On a une couche de management qui est présentée comme as a service, et on va voir dans l'architecture juste après. C'est-à-dire que le control plane va être hébergé dans Azure et entièrement managé par Microsoft. Et on va voir également que c'est une économie puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas payer directement. On a la possibilité également, on n'a pas que Windows 10 et Windows Server, on a également la possibilité d'utiliser Windows 7 pour ceux qui en ont besoin, et donc de bénéficier de l'extension de support pour Windows 7 encore pendant les fameuses 3 années du fameux programme ESU, donc qui est inclus dans la solution Windows Virtual Desktop. On a une intégration complète des outils de management, donc que ce soit les solutions cloud avec Intune quand on utilise Windows 10 Entreprise, ou SCCM quand on va utiliser les autres solutions multi-utilisateurs. Et puis une intégration avec les outils de sécurité de Microsoft 365, et c'est ça dont on va parler juste après. Donc en termes d'architecture, on a les 3 parties classiques d'une architecture de type remote desktop. Donc on a au milieu ce qu'on appelle maintenant le management plane. Donc c'est une partie qui est entièrement gérée par Microsoft. Donc ceux qui connaissaient déjà les architectures RDS reconnaissent les composants typiques d'une architecture remote desktop. Sauf que maintenant, c'est une partie qu'on ne voit plus, sur laquelle qui va être entièrement managée par Microsoft. Dans la partie droite, on va voir ce que les machines virtuelles que le client va déployer et gérer dans Azure, à savoir donc les hôtes de session qui vont héberger les bureaux et les applications des utilisateurs, et puis éventuellement des contrôleurs de domaine et ce qui va héberger les profils des utilisateurs, que ce soit des serveurs de fichiers ou des appliances de fichiers de type NetApp ou des comptes de stockage directement Azure en mot de passe. Complètement à gauche, on va trouver donc les clients remote desktop, les clients classiques qui peuvent être hébergés sur de Windows, de l'Apple iOS ou macOS, de l'Android, mais également de l'HTML5 pour tous les OS, de la Terre. À noter dans cette architecture, une première notion de sécurité qui est intéressante à noter, c'est que tous les trafics RDP vont aller de la partie des machines qui hébergent les sessions, donc les hôtes de session qui sont à droite, vers la gateway qui se trouve dans la partie managée par Microsoft, et non pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a à aucun moment besoin de publier des ports réseau
au niveau de notre infrastructure gérée dans Azure. Et donc ça, c'est un avantage en sécurité qui est notable. Alors justement, merci Pascal, et merci pour la transition. Donc parlons un peu de la sécurisation. Alors aujourd'hui, pas besoin d'aller chercher très très loin, suffit de suivre les actualités. On a des attaques qui sont déclarées et qui sont médiatisées assez régulièrement, hein. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a eu une forte augmentation très très clairement depuis un an. C'est lié également au fait que il y a plus de vulnérabilités qui sont présentées avec les entreprises qui doivent gérer un peu le grand écart entre une sécurisation sur des nouvelles solutions qui sont peut-être pas encore totalement appréhendées, ou une migration qui s'est fait peut-être de manière parfois un peu précipitée parce qu'on a besoin de donner des outils de travail aux utilisateurs avant tout, hein. Donc voilà. Toujours est-il, et ça c'est intéressant, on a eu une très bonne conversation avec notre RSSI Test Intégral là-dessus la semaine dernière. C'est quelque chose qui se confirme totalement chez nous aussi. Alors, quasiment 100% des RSSI ont déclaré qu'ils ont été victimes du moins d'une tentative de cyberattaque sur l'année passée. On peut parler pendant des heures de quel est l'impact chiffré en tant que tel. On a trouvé ce chiffre-là qui est déjà, ma foi, assez important. Ça dépend totalement de la structure, ça dépend totalement de la réussite de l'attaque et ce qui est dans le périmètre de l'attaque en tant que tel, hein. Forcément, le coût d'un ransomware par rapport à d'autres attaques anti-DDoS, enfin DDoS par exemple, peut-être pas forcément le même. Mais quoi qu'il arrive, on sait que les conséquences peuvent être extrêmement graves. Au dehors de la partie financière dont on a parlé rapidement, il y a aussi votre réputation, notamment quand on s'attaque aux données de vos clients ou vos propres données. Il y a des problématiques juridiques aussi, hein, typiquement avec vos clients, avec vos utilisateurs. Il y a des problèmes sociaux également qui peuvent être liés à ça, hein, avec des situations très complexes pour les sociétés. Ce qu'on constate, alors là c'est plutôt concentré sur le marché américain, mais je pense que c'est un chiffre qui, en dehors des unités de nombre en pourcentage, c'est un chiffre qui doit surtout montrer une certaine réalité. C'est qu'aujourd'hui, ça peut être tellement impactant pour une entreprise, et notamment pour les TPE, PME, que derrière, il y a cessation des activités. Et là, enfin, il n'y a pas plus grave comme impact, j'ai envie de dire, pour une entreprise, bien entendu. Ce qui change réellement, et c'est totalement lié aussi à ce qu'on voit depuis un an, hein, avec les entreprises qui ont massivement investi le cloud public, qui ont massivement investi dans des nouvelles solutions à mettre à disposition des utilisateurs. En l'occurrence, tout le monde est concerné aujourd'hui. À une époque, peut-être qu'il y avait un peu cette image presque romantique du hacker solitaire dans sa cave qui s'est engagé dans une croisade de justice contre telle et telle grande entreprise ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que cela n'existe plus, c'est pas de ça qu'on parle. Aujourd'hui, on parle d'une industrie criminelle à très grande échelle, avec vraiment des grosses organisations derrière, des commandes sur des attaques qui sont faites, avec une industrialisation et une automatisation extrêmement importante, et aussi un ciblage qui est extrêmement large, c'est-à-dire n'importe quelle société aujourd'hui peut être cible. Un ransomware, à la fin, si vous payez, que vous soyez totalement inconnu du grand public ou très connu, vous payez. C'est un peu le constat qu'on fait là-dessus. Il y a également, ça nous concerne plus particulièrement, on est certifié HDS, donc on travaille avec pas mal d'acteurs de la santé, qu'ils soient privés ou publics. C'est les attaques sur les hôpitaux et autres administrations de la santé. On a eu la petite citation là récemment de la part de Cédrico, le ministre, enfin le secrétaire d'État plutôt, qui a précisé qu'il y en avait une par semaine depuis 2021. C'est énorme. C'est la réalité avec laquelle nous devons vivre aujourd'hui, et c'est pour cette raison-là aussi, très précise, qu'il faut absolument se prémunir au maximum. On sait que le risque zéro n'existe pas, il n'y a pas de problème, hein, en matière de sécurité. Ça, on a tous, je pense, compris. Maintenant, on peut s'en rapprocher, ou du moins tenter de s'en rapprocher le plus possible. Et on va voir par la suite comment on peut le faire, typiquement sur la solution Windows Virtual Desktop. Alors, parlons déjà d'un premier concept, hein. Je vais passer la main ensuite à Steve et Pascal. C'est le Zero Trust, on en a parlé la semaine dernière aussi. C'est absolument primordial. Et je vous passe la parole. Donc voilà, le Zero Trust, c'est un principe qui va nous guider sur toute action de sécurisation et toute conception de produit.
Donc le Zero Trust, en fait, on peut le résumer très simplement en trois idées. La première, c'est qu'on va essayer de vérifier explicitement tout accès. Donc vérifier, ça veut dire authentifier et contrôler faire du contrôle d'accès en fait au niveau de chaque accès à n'importe quelle ressource. Ensuite, on va utiliser le principe de moindre privilège. Donc ça, c'est un principe vieux comme le monde en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'on va limiter autant que possible les comptes qui ont des privilèges, les comptes à haut privilège. Et quand il y en aura, ils utiliseront leurs privilèges uniquement pendant le court moment où ils en auront besoin. Et puis la troisième notion, c'est assume breach en anglais. Donc il n'y a pas de très bonne traduction, donc c'est pour ça que j'ai laissé également ces trois termes en anglais. Ça veut dire supposer qu'il y a des brèches effectivement, et donc faire en sorte que, en cas de brèche justement, l'impact soit le plus restreint possible, et notamment par des mesures de restriction en termes de trafic réseau, par exemple, et de segmentation réseau. Notre RSSI l'avait bien résumé la semaine dernière, il a dit personne, en Zero Trust, personne n'est digne de confiance. Ça fait un peu brutal, mais ça résume plutôt bien, je trouve, le concept. Exactement. Et on est systématiquement sur un réseau non digne de confiance également. Donc la première notion très importante et à mon sens la principale à mettre en œuvre, c'est la protection des identités. Donc ça va être la première notion. J'en ai quelques-unes comme ça, 4 ou 5, que je vais décliner, mais c'est vraiment la première et la plus importante à notre sens. Donc la gestion des identités et des accès. Donc Windows Virtual Desktop a une architecture très particulière. Elle se trouve dans le cloud, mais elle se base également sur du Windows. Et donc on a une double authentification. Dans ce cadre-là, on a une authentification cloud avec Azure AD pour l'accès au service, l'accès au portail par exemple qui va héberger le service Windows Virtual Desktop. Et puis une deuxième authentification qui va être l'authentification dans la session Windows qu'on va ouvrir sur une machine, un hôte de session. Donc c'est pour ça qu'on a cette dualité et cette double présence de Azure AD et d'Active Directory qui doivent être mises en œuvre avec une synchronisation entre les deux. Donc on va bénéficier à la fois de ce qu'on sait faire dans Active Directory historiquement, avec les OU, les GPO, etc., pour manager nos hôtes de session. Donc ça, c'est un avantage. Et puis deuxième avantage, c'est que grâce à Azure AD, on va bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités de sécurité propres à Azure AD, notamment les permissions airbag pour l'accès au service, mais également l'accès conditionnel de Azure AD avec la mise en œuvre notamment de l'authentification multifacteur. Alors, très important, justement, si tu me permets, Pascal, je sais que ça revient souvent, je pense que Steve, on lui pose la question très très souvent. Parfois, c'est pas toujours très clair la définition de la terminologie entre Azure AD et l'AD de manière générale. Est-ce qu'on peut peut-être juste préciser ça? Steve, toi qui es souvent confronté à la question, que ce soit en interne ou avec les clients? Alors, il faudrait que tu mettes ton micro, Steve. Excusez-moi. Ouais, justement, ce que je disais, c'est que c'est une question qui revient souvent, que ce soit surtout côté client, c'est qu'on pense qu'en fait, un Azure AD, c'est un AD qui est sur Azure. Alors, en soi, c'est vrai, c'est un service, Identity as a Service, qui est géré par Microsoft. Mais souvent, en fait, il y a une relation, enfin une synchronisation qui est faite entre un AD on-prem et un Azure AD. Et l'Azure AD, en soi, c'est vraiment pour l'accès aux ressources qui se trouvent sur le cloud, comme l'a bien précisé Pascal. Voilà, donc on a une double authentification, certes, mais je vais vous montrer comment ça se passe en décomposant vraiment la manip tout à l'heure. Et il ne faut pas s'inquiéter, on peut faire du SSO si on le souhaite avec ADFS, et on peut également mettre en cache dans les clients Windows Virtual Desktop l'un ou l'autre ou les deux des mots de passe en question. Et on peut utiliser également des technologies sans mot de passe, comme on va le voir. Ensuite, donc l'authentification multifacteur dont je parlais, c'est quelque chose qui bénéficie d'une large gamme d'options. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'authentification multifacteur avec classiquement notre téléphone classique avec l'application Microsoft Authenticator, mais on peut également utiliser des tokens, on peut utiliser des SMS, des appels vocaux, on peut utiliser également toutes les technologies sans mot de passe, puisque c'est quelque chose qui vient d'être annoncé comme étant GA dans Azure Active Directory, justement. Toutes les technologies d'authentification sans mot de passe. Donc, que ce soit à base de l'application sur le téléphone, ou de Windows Hello, ou d'une clé de sécurité FIDO2, de la biométrie, etc. Donc, on va pouvoir utiliser tout ça comme
première authentification sur le service Windows Virtual Desktop, sachant que l'authentification multifacteur, c'est quelque chose qui est fondamental, sur lequel on n'insistera jamais assez, puisque ça permet de prévenir 99,9% des attaques sur les identités, et qui sont par elles-mêmes une grosse partie des attaques qu'on constate de nos jours. Donc ensuite, voilà, donc plutôt que de rester sur une slide peu lisible, je vais vous montrer comment ça se passe dans la vraie vie en partageant mon écran. Donc voilà, ça devrait être bon. Donc vous voyez ici en fait le portail Azure Active Directory, Azure AD, d'un de mes tenants de test, de démo. Donc si je vais dans le dashboard, dans la partie security ici, et dans la partie conditional access, accès conditionnel, je vais pouvoir configurer une politique d'accès conditionnel qui va m'imposer le MFA, donc l'authentification multifacteur, pour tous mes utilisateurs qui vont utiliser la solution Windows Virtual Desktop. Donc là, j'en ai créé une déjà pour gagner du temps. Donc dans une politique d'accès conditionnel, qu'est-ce que je vais pouvoir définir? Je vais pouvoir déjà définir sur quels utilisateurs je porte ma politique. En l'occurrence, ici, j'ai choisi l'option User or Group et j'ai sélectionné le groupe de mes utilisateurs qui ont le droit d'accéder à ma solution Windows Virtual Desktop, qui s'appelle en l'occurrence WVD Users. Ensuite, je vais choisir l'application sur laquelle s'applique ma politique d'accès conditionnel. En l'occurrence, l'application, c'est Windows Virtual Desktop. Donc, c'est très simple. En fait, pour la sélectionner, il suffit de cliquer dessus, de chercher Windows Virtual Desktop, et on le trouve immédiatement ici. Donc, vous voyez qu'il y en a deux autres ici qui traînent, AME, Windows Desktop Client, tout ça. C'était pour l'ancienne version, la première version historique de Windows Virtual Desktop. Donc, celle-là, on les ignore. Et on choisit la solution qui s'appelle, l'application qui s'appelle Windows Virtual Desktop. Tout ça est très bien documenté également dans la doc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'aller dans Grant et d'aller sélectionner Grant Access. Donc, j'autorise l'accès, mais j'autorise l'accès que si on fait du MFA, donc de l'authentification multifacteur. Donc, il suffit de cocher la case. Donc, vous voyez, c'est vraiment très vite fait. Il suffit de sélectionner le groupe d'utilisateurs, sélectionner l'application Windows Virtual Desktop, sélectionner l'action Require Multifactor Authentication, ici d'activer la policy, et puis de cliquer sur Save. Et là, la politique, elle est active. Et donc, ça veut dire quoi que cette politique est active? Ça veut dire que si j'ai une utilisatrice, un utilisateur ou une utilisatrice qui accède au service, donc elle va s'authentifier. Donc là, elle s'appelle Odile. Donc, hop, elle clique sur son nom, elle entre son mot de passe Azure AD. Donc ça, c'est la première authentification. Et vous voyez que immédiatement, on lui demande un deuxième facteur d'authentification. Je ne sais pas si vous me voyez là, mais je vais utiliser mon téléphone pour recevoir la notification d'authentification. J'approuve, je mets mon doigt dessus, la biométrie, et voilà, je suis authentifié uniquement après avoir entré le deuxième facteur d'authentification. Et donc là, elle voit les sessions auxquelles elle a accès, les ressources auxquelles elle a accès, elle peut cliquer sur sa session et cette fois-ci, rentrer sa deuxième authentification. Ah, autant pour moi. Je ne sais pas ce qui... C'est l'effet démo, évidemment. Ah, voilà. C'était l'effet démo, mais qui n'a pas duré longtemps. Donc, elle rentre son nom et son mot de passe, mais cette fois-ci pour la session Windows. Donc, vous voyez que c'était dans mon cache. Alors là, je vous ai montré l'interface web parce que ce n'est pas la plus pratique, évidemment, ce n'est pas celle que vous allez utiliser le plus souvent, mais c'est la plus simple pour vous montrer la décomposition des différentes étapes. Authentification Azure AD, ensuite authentification Windows sur la session elle-même. Et ça y est, elle a accès à son Outlook si elle souhaite aller lire ses mails. Donc, on va revenir sur les slides. Yann, si tu peux reprendre la main avec les slides. Hop là. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Merci. J'avais une petite question, si je peux me permettre, sur le MFA. Je pense que c'est effectivement une option extrêmement importante. Imaginons que je fais une bascule vers Windows Virtual Desktop assez massive. Hein. C'est déjà un projet important pour mon équipe.
Effectivement, tu l'as bien montré, hein, il y a la possibilité de cette double authentification via le mobile. Mettons que, et ça c'est une vraie problématique chez les clients aujourd'hui, j'ai des populations qui n'ont pas de mobile d'entreprise et qui n'ont peut-être pas forcément toujours la possibilité de se servir de leur propre mobile personnel. Est-ce que ça pose problème pour MF1 ou est-ce que j'ai quand même accès à l'option? Alors, comme j'ai montré dans la slide précédente, il y avait pas mal d'options disponibles pour faire de l'authentification multifacteur. On peut utiliser par exemple simplement le Windows Hello, donc un lecteur d'empreintes digitales sur le PC peut suffire tout à fait Ok. pour faire un deuxième facteur. Et par contre, à partir du moment où je fais mon projet, je définis dès le départ qu'il faut des MF1 et je l'applique partout. Est-ce que je peux le faire dans un second temps? Par exemple, en attendant de régler un certain nombre de questionnements sur quelle méthode je vais choisir sans pour autant retarder le projet. Alors ça peut se faire à tout moment, n'importe quand. Ça peut s'activer et se désactiver aussi simplement que je l'ai montré. C'est 2 clics pour définir une politique d'accès conditionnel. Parfait. Pas plus simple alors. Voilà. Je ne vois pas tes slides. Ouais, Ah, moi non plus, Yann. pardon, je vais repartager. C'est un petit bug. Un petit bug. Alors, pourtant je le partage, c'est bizarre. Écoutez. Bon, là, Voilà, ça devrait être bon là. Yes, nickel. Voilà. OK. Donc, deuxième notion, on peut également, deuxième notion, c'est la protection des données qui est importante. Et parmi tout ce qu'on peut faire pour protéger les données sur nos postes nos postes de session Windows Virtual Desktop, on peut jouer sur le protocole RDP lui-même, dans lequel on peut activer certains paramètres pour désactiver, par exemple, le partage du presse-papier, du clipboard, ou interdire les copier-coller, interdire l'accès au périphérique de stockage, au périphérique USB, etc., pour limiter la dissémination de données intempestives et interdites par la politique d'entreprise, par exemple. Ensuite, donc après l'identité et la protection des données, on a la protection du réseau. Où là, on a plusieurs. Donc l'idée, hein, comme je disais tout à l'heure à propos du Zero Trust, c'est de faire de la segmentation pour limiter les impacts potentiels. Donc cette segmentation, elle peut être faite à plusieurs niveaux. Elle peut être faite au niveau des subnets dans Azure. Donc on est dans une infrastructure de type IaaS, infrastructure as a service dans Azure. Donc on a à notre disposition toutes les technologies de sécurisation réseau disponibles en IaaS dans Azure. Donc les NSG au niveau des subnets, mais également des choses un petit peu plus complètes et évoluées comme Azure Firewall, qui va nous permettre de maîtriser le trafic sortant notamment depuis nos hôtes de session pour contrôler le trafic vers Internet, vers les ressources on-prem sur site dans l'entreprise, le cas échéant. Je dis Azure Firewall, mais si on passe à la slide suivante, dans une architecture de référence qui est présentée sur le site Microsoft, on peut tout à fait remplacer cet Azure Firewall ou utiliser à sa place, en tout cas, une NVA, donc en fonction des compétences de l'entreprise, des habitudes de l'entreprise, etc. S'ils ont l'habitude d'utiliser tel type de produit de type Firewall, alors ça peut être telle ou telle marque, je ne voudrais pas en citer un seul, disons, parlons de Checkpoint, Fortinet, etc. On va pouvoir installer ces NVA en lieu et place de ce fameux Azure Firewall pour avoir le même type de service, donc contrôle du trafic rentrant et sortant. Sur le schéma également, on voit qu'on peut mettre en place des architectures de type Hub and Spoke. Donc on voit un VNet central de type Hub qui va contenir les services centraux, en l'occurrence deux contrôleurs de domaine, un subnet pour la gateway, un subnet pour le firewall, et puis éventuellement un host pool de Windows Virtual Desktop. Et puis il va pouvoir être relié en VNet peering à d'autres réseaux de type Spoke, dans une architecture de type Hub and Spoke, si on souhaite installer de host pool Windows Virtual Desktop dans d'autres régions, par exemple, ou dans d'autres abonnements Azure. On voit également la possibilité de se connecter via ExpressRoute, par exemple, au réseau sur site de l'entreprise si les applications en Windows Virtual Desktop ont besoin d'accéder à des ressources sur site de l'entreprise.
Donc voilà en gros ce qu'on peut faire au niveau du réseau, sachant qu'il faudrait y passer beaucoup plus de temps pour creuser le sujet. Ensuite, donc, sujet suivant, donc après la protection du réseau, la protection contre les menaces. Donc là, on a une histoire assez intéressante avec les produits de sécurité qui sont dans les clouds Microsoft. Donc là, on voit par exemple pour la protection de nos hôtes de session. Alors sur un hôte de session Windows Virtual Desktop, typiquement, on a de l'infrastructure autour. Donc certes, on va avoir l'utilisation d'Azure Defender pour aller protéger les serveurs eux-mêmes qui hébergent les sessions. Donc protection, par exemple, réseau, gestion des mises à jour, etc. sur les postes eux-mêmes. Mais on va pouvoir aussi bénéficier de Microsoft 365 Defender pour tout ce qui est protection des utilisateurs, de leurs documents, de leurs mails, de leur contenu, des éventuels malwares qui seraient sur les postes, des identités, puisqu'on a de l'Active Directory, et puis des applications, etc. Donc on va pouvoir bénéficier de l'ensemble de tout ceci qu'on regroupe sous un terme générique qui s'appelle XDR, comme Extended Detection and Response. Et à partir de tout ça, générer des alertes de sécurité qu'on va pouvoir regrouper centraliser dans un SIEM. Donc, on propose un SIEM qui est Azure Sentinel. Vous pouvez tout à fait utiliser un autre SIEM si vous avez l'habitude d'utiliser un autre type de produit de type SIEM pour regrouper et centraliser et faire de la corrélation entre les alertes de sécurité qui proviendraient de différentes sources. Donc, qu'elles soient Windows Virtual Desktop, mais également tierce partie, etc. Donc, sur la slide suivante, on voit également que Azure Security Center, donc, dont fait partie la partie Azure Defender sur la droite, propose également un service de gestion de la posture sécurité. Et en gros, la posture sécurité, ça consiste à vous faire des recommandations, à émettre des recommandations sur la configuration de vos serveurs et de vos infrastructures. Donc l'un dans l'autre, on a une histoire de protection contre les menaces complète grâce à Security Center, Microsoft 365 Defender et Azure Sentinel. Et donc effectivement, on peut terminer sur le monitoring, puisque en plus des sujets suivants, donc on termine sur le management. On a toujours besoin de monitoring. On a une infrastructure complète à surveiller avec Windows Virtual Desktop, puisqu'on a des contrôleurs de domaine, on a des serveurs, des hôtes de session, on a des firewalls, etc. Et on a cette solution de monitoring qui est GA maintenant et qui vous permet de surveiller les diagnostics de connexion, les performances des connexions, les diagnostics des hôtes de session, les performances des hôtes de session, mais également les utilisateurs, les sessions des utilisateurs, l'utilisation en termes de capacité des hôtes de session, les clients et les alertes de sécurité. Donc là, vous avez une solution complète sur ce type de workbook de monitoring pour la supervision de la solution. Alors justement, oui, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup, Pascal. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement riche. L'idée pour nous, c'était aussi déjà de partager ces informations-là avec vous, et puis de savoir ce qui est pris en charge concrètement côté solution, donc chez Microsoft, qui est éditeur, et ce qui doit être sous la responsabilité du client. Alors, quand on dit client, nous, on entend soit chez vous, client final, soit chez votre partenaire type MSP, qui peut prendre en charge ces différentes responsabilités-là. Je te laisse enchaîner, Steve. Ok. Donc là, on va aborder rapidement un petit peu les responsabilités de chacun lorsqu'on lance ce type de projet un petit peu de VDI avec Windows Virtual Desktop. Donc comme on l'a vu un petit peu dans la slide qui a été présentée par Pascal, en fait, il y a une partie qu'on appelle le control plane qui est donc géré par Microsoft, et après la partie aussi data center, tout ce qui est hôte, les machines physiques qui sont aussi également gérées par Microsoft. On retrouve on a un petit peu plus détaillé la partie qui est côté responsabilité client, où là on va parler un petit peu des ressources qui vont venir en supplément de ce control plane. Donc la partie réseau qui va regrouper donc le VNet, les SEMnet, également les règles de filtrage qu'il faudra appliquer. La partie compute. Dans cette partie compute, donc on va parler des types de VM, les gabarits qu'on va déployer sur nos environnements Azure. Également la partie OS, parce qu'on pourra choisir n'importe quel type d'OS qui est disponible
pour déployer nos sessions virtuelles. Et également aussi la partie un petit peu accès des utilisateurs à ces machines ou à ces applications virtualisées, avec aussi également, comme l'avait précisé Pascal, la mise en place du SSO et l'utilisation du multifacteur. Donc voilà, ce tableau résume un petit peu les responsabilités qui incombent à chaque partie sur ce type de projet Windows Virtual Desktop. Comme on peut voir aussi, ça montre un petit peu une flexibilité de ce produit-là. C'est qu'on peut, voilà, on peut vraiment ramener chaque couche de sécurité qu'on souhaite apporter à nos différents environnements. Donc on peut passer à la sécurisation du poste de travail. Donc là, on va retrouver une petite liste exhaustive de services à plugger sur la solution de VDI, vraiment en fonction du niveau de sécurité qu'on souhaite mettre en place. On va retrouver dans la plupart des services ajoutés une liste qui est disponible dans le catalogue Azure, qui est activée par défaut en natif. On pense par exemple au monitoring Azure comme l'a présenté Pascal, ou aussi d'autres services qui sont activés par la suite de manière manuelle, soit depuis le portail Azure ou soit via des commandes PowerShell ou Cloud Shell. En fonction, bien entendu, de votre besoin, on va choisir soit de l'antivirus en plus, du patch management, du store sécurisé, de la sauvegarde, etc. Après, pour revenir rapidement sur ces différents services, on va parler par exemple de l'antivirus. L'antivirus de base n'est pas activé. On va pouvoir l'activer rapidement depuis le portail, depuis le menu Extension de la VM qu'on souhaite activer l'antivirus. Ensuite, il y a la petite moulinette de Microsoft qui va permettre d'activer cette extension d'antivirus. Pour la partie patch management, donc on peut utiliser l'update management. En fait, ça va gérer les mises à jour système et sécurité de vos VM. Alors ça fonctionne très bien sur les Windows Server et les distributions Linux, comme du CentOS, du Red Hat et Ubuntu. Alors pour la partie Windows 10 multisession, pour le moment, ce n'est pas compatible, mais pour pallier justement à ce manque, on peut installer un agent à déployer et à configurer dans les VM du pool, qui est le Microsoft Endpoint Configuration Manager. Ensuite, il y a aussi un service qu'on n'a pas encore parlé, c'est le store sécurisé. Un petit peu plus vulgairement, c'est le proxy HTTP. Donc, les avantages d'utiliser le service de proxy, c'est de filtrer les connexions faites par vos utilisateurs vers Internet, et en ajoutant également une couche un petit peu de sécurité supplémentaire, justement sur la sécurité des données de vos utilisateurs-là. Alors pour le moment, il n'y a pas de service spécifique à ce besoin dans le catalogue Azure, mais voilà, comme l'a dit aussi Yann tout à l'heure, c'est aussi un petit peu l'avantage de passer par un MSP de notre type, c'est que vous pourrez souscrire à ce type de service-là via nos outils qu'on utilise on-premise et qu'on propose aussi à nos clients qui font du cloud public ou aussi du fonctionnement hybride. Et pour conclure aussi, et faire une petite transition avec la slide suivante, c'est justement ce que je racontais maintenant, c'est que on peut augmenter cette partie sécurisation du poste de travail avec tous les services que propose Microsoft. Comme on l'a vu, les outils de diagnostic, les security assets, c'est vraiment très poussé avec les mécanismes Microsoft. Et au point de vue même accompagnement, comme on le voit en slide suivante, c'est l'avantage de passer par un MSP comme ITS Integra, car on a vraiment un surplus au niveau technologique, mais vraiment sur l'accompagnement, comme on dit, complet. C'est qu'on va aborder vos projets un petit peu plus sereinement sur votre projet, vraiment de bout en bout. Alors, oui. Oui, justement, alors, sur l'accompagnement, c'est petite précision, je pense que c'est important. On ne se rend pas toujours bien compte au quotidien. Mais aujourd'hui, je me trompe peut-être légèrement dans le chiffre, mais entre 180 et 200 comptes sont suivis directement par les équipes de Microsoft en France. Donc, ce sont pour la plupart du grand compte, voire des très grands comptes, et les grands acteurs, on va dire, les grands ministères et organisations d'État. En l'occurrence, donc il y a Microsoft l'a bien compris, d'autres hyperscalers ont pris ce même pari-là, de bien comprendre que il suffisait pas juste de donner accès aux ressources et puis d'attendre que les gens s'abonnent avec la carte bleue de l'entreprise derrière. Pour qu'on puisse s'en servir correctement au quotidien, il y a besoin d'un accompagnement beaucoup plus poussé. Il y a besoin de use cases, il y a besoin de POC, il y a besoin de proof of value, ce genre de démarches-là. Il y a besoin de mettre en place un pilote, il y a des problématiques de scaling, etc. Il y a la prise en compte de plein de spécificités que je peux avoir moi sur mon IT actuel.
Donc, en l'occurrence, c'est totalement la stratégie de Microsoft, c'est de dire, ben voilà, nous, on se concentre sur le très haut du panier avec nos équipes propres. Et puis, en dehors de ces 180 ou 200 comptes-là, c'est à nos partenaires, justement, de porter la bonne parole. Et ce qui est plutôt extrêmement bien fait dans cette méthodologie, enfin, dans cette façon de travailler-là, c'est que derrière nous, comme ici sur ce webinaire-là, nous, on a la possibilité, dans notre organisation, d'aller chercher des ressources Microsoft pertinentes sur les différents sujets qu'on va aborder avec les clients, quoi. Et ça, c'est vraiment une vraie puissance de frappe. C'est ça. Et en plus de ça, voilà, c'est bien aussi de rappeler que voilà, quand on est partenaire Microsoft, on a aussi du personnel qui est certifié sur les technologies Microsoft Azure avec différents niveaux, hein, comme on connaît l'administration et aussi l'architecture. Et en plus de ça, voilà, comme l'a dit Yann, c'est qu'il y a aussi pas mal d'échanges entre les experts Microsoft et les experts ITS Integra. Et ça, voilà, ça permet d'échanger sur les problématiques et aussi d'avoir des retours d'expérience de différents projets. Et aussi un accompagnement pour bien chiffrer et bien architecturer le besoin des différents clients. Donc voilà, cet accompagnement complet, en fait, il est fait tout au long du cycle de vie de votre projet. On peut parler de la phase de mise en œuvre du projet, qui est du coup l'analyse du besoin en termes de mise en place de l'infrastructure cible et des besoins aussi dans ce cas-là en termes de sécurisation du poste de travail. Et ensuite, on peut parler aussi de la phase récurrente de ce projet-là, qui va se porter sur l'infogérance de l'infrastructure qui va comporter par exemple la supervision, l'exploitation, l'administration des environnements, mais également la gestion des incidents et la gestion de la gouvernance. On propose également des prestations de FinOps qui sont également possibles et qui vous permettra de bien comprendre les factures du cloud public, parce que des fois, ils peuvent être un petit peu compliqués à assimiler et aussi des fois dur à comprendre entre une facture du mois de janvier et la facture au mois de février. Des fois, il peut y avoir un grand gap de consommation. Du coup, ces prestations un petit peu de FinOps, ça va permettre aussi de comprendre pourquoi il y a eu une telle différence, mais aussi en fonction de la maturité du projet. C'est peut-être aussi un moment de réfléchir peut-être à l'amélioration financière des environnements, car on sait voilà, les besoins ils peuvent évoluer rapidement et des fois on peut oublier rapidement qu'on utilise des ressources qui ne sont peut-être plus utilisées comme il faut. Et donc voilà, c'est toujours bien de maîtriser ces différents environnements et les ressources qui sont déployées. Et on a aussi trouvé très, très pertinent de rappeler que le service Windows Virtual Desktop est en production ou Generally Available depuis le 30 septembre 2019. Donc ça fait déjà plus d'un an et demi, donc ça prouve aussi la maturité de ce service-là. Et aussi maintenant on voit qu'on peut déployer des host pools en région Europe, donc c'est plutôt aussi une très bonne nouvelle. C'est un service qui a plutôt le vent en poupe, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ok, bon, ça nous arrange. Exactement. Parfait. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Steve. L'idée c'était de laisser un peu de temps aussi pour avoir d'éventuelles questions. Je vois qu'il y en a déjà. Bah, si Pardon, tu veux, on va passer aux on peut finir. recommandations et puis on va prendre les questions. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, bah, on souhaitait finir aussi ce webinaire donc, par quelques petites recommandations qui sont un petit peu basées sur nos tests et également nos retours d'expérience. Donc, moi, je parle pour moi aussi. Des fois, je suis des webinaires qui sont faits par Microsoft. Donc, sur le moment, voilà, on comprend très bien le sujet, on comprend très bien aussi comment le mettre en place. Mais après, c'est vrai qu'on on veut le faire en POC pour essayer de se mettre aussi dans le cas client. Et des fois, on peut oublier peut-être des étapes où on se dit, j'ai fait le truc tout bien, mais il manque toujours des fois des petites touches par rapport à des besoins, par rapport à des clients. Donc par rapport à ça, on s'est dit on va mettre des petites recommandations, comme ça voilà, chacun va repartir avec ses petites précos, et c'est plutôt sympa. Et après on va se rappeler aussi des fois des petites notes qu'on a pu dire durant ce webinaire. Donc la première, voilà, c'est l'activation du MFA. Donc voilà, on l'a vu, c'est très rapide à activer et c'est super simple d'utilisation. Donc voilà, c'est une mesure très importante contre le vol d'identité, aussi le phishing. Donc voilà, c'est un vrai surplus pour la sécurisation des accès. La deuxième, bah, du coup, c'est l'utilisation du Security Center. Donc l'Azure Security Center, c'est quelque chose de natif sur Azure. Ça va vraiment vous permettre de protéger et de sécuriser l'infrastructure. Donc, il y a toujours un petit score que vous pouvez voir justement pour voir si vous suivez bien un petit peu les précaux de Microsoft. Parce que voilà, il y a des petits mécanismes, des tâches qui sont exécutées en fond de manière proactive. Et du coup, depuis ce petit dashboard, on va pouvoir avoir un petit score de sécurité et avoir des petits conseils, des recommandations pour essayer d'augmenter ce niveau de sécurité
ou 2 fois, il faut juste dire on coche qu'on l'a vraiment mis en place. La troisième reco, donc c'est vraiment la partie réseau. Donc comme on l'avait vu, la partie réseau, elle est vraiment sur la responsabilité du client, du coup, de votre partenaire MSP. Donc on parlait de la partie segmentation et de l'utilisation d'une architecture Hub and Spoke. Donc en plus de cette segmentation, on va appliquer du filtrage réseau avec des Network Security Groups qui seront appliqués au sous-réseau ou au VM, mais également aussi du trafic, du filtrage à l'aide du Azure Firewall ou de NVA qui sont disponibles depuis Marketplace ou d'autres moyens. La dernière préco, donc on revient sur l'outil SIEM et aussi par exemple l'utilisation du Azure Sentinel. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un endroit centralisé qui regroupe toutes les alertes de sécurité et qui seront en plus classées par sévérité. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que les event logs de vos serveurs Windows pourront être exportés sur l'Azure Sentinel. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. On va passer effectivement aux questions, si vous le permettez. On a une première question. C'était à l'occasion de la démo de Pascal tout à l'heure sur MF1. C'est une question, je pense, assez précise et je pense d'une vieille connaissance. Hein. Bonjour Nordine. J'espère que tu vas bien. Donc, la question est, je vais la lire telle qu'il a écrit. Donc, il me semble qu'il faut être en P1, P2 au niveau Azure AD au moment de la démo, pardon. Est-ce que Pascal et Steve, vous... Oui? Oui, effectivement, et je lui ai répondu dans le chat, mais effectivement, pour faire une politique d'accès conditionnel, il faut l'Azure AD Premium, donc à partir de P1. Ok. On m'a signalé une autre question aussi, qui est, ma foi, assez importante. Hein. On n'en a pas spécialement parlé encore aujourd'hui. On a vu que c'était une solution extrêmement ouverte. Et la personne donc, nous dit que, effectivement, j'ai lu qu'on pouvait exécuter les postes virtuels sous VMware Horizon dans Windows Virtual Desktop. Qu'en est-il? Donc oui, effectivement, on peut, dans l'architecture que j'ai présentée, la partie centrale, donc la partie control plane, peut être remplacée par une solution Citrix ou une solution VMware. Donc effectivement, en fonction des compétences et des habitudes des entreprises, on peut tout à fait bénéficier de ces services-là. Ouais. C'est la fameuse ouverture de la solution dont on parlait, hein. C'est-à-dire ça prend vraiment en compte le parc que j'ai existant chez les clients. Et effectivement, Horizon est assez présent, Citrix est très présent, et bien sûr des environnements OS Windows. Donc là, vous avez vraiment une ouverture totale. Et si vous regardez sur les différents sites Microsoft, vous avez une liste longue comme plusieurs bras, j'ai envie de dire, avec tout un tas d'autres solutions qui sont compatibles, donc que ce soit en client léger de différents constructeurs et autres. Et ça, c'est vraiment un point qui est absolument important pour moi. Alors, il y a toujours une petite question, et ça, je trouve ça très bien, c'est extrêmement pragmatique. Typiquement, si on se met en mode projet, hein, j'ai rien aujourd'hui. J'ai peut-être un parc Windows 10, un peu de Windows 7. J'ai 300 ou 500 utilisateurs, à la limite, peu importe, dans ces eaux-là. En combien de temps est-ce que je peux mener un projet de migration vers Windows Virtual Desktop, vraiment de A à Z? Ce qu'il faut imaginer, on n'est pas à la journée ou à la semaine près, hein, mais est-ce que c'est, pour donner un ordre d'idée, est-ce que c'est une question de mois, est-ce que c'est une question de 6 mois, de 12 mois, qu'est-ce que ça implique? Steve, toi qui dois souvent répondre à la question. Ouais. C'est vraiment en fonction. Déjà, faut voir si le client, voilà, il a vraiment posé tous ses besoins sur la table ou si justement, il faut discuter des différents besoins. Après, voilà, comme on peut le voir, que en gros, la partie control plane et la partie déploiement des VM, c'est quelque chose de plutôt rapide parce que là, tout est automatisé côté Microsoft Azure. Et après, voilà, faut juste voir comment est-ce qu'on met en place tous ces aspects de sécurisation en plus. Mais faut peut-être compter en mois, mais pas beaucoup de mois. C'est vraiment quelque chose de rapide. Il faut juste être vraiment sûr de ce qu'on veut mettre en place avec le client. Et après, voilà, ça va comme sur des roulettes. Ok. Donc, c'est pas non plus un projet qui m'impacte en tant que DSI avec mes équipes sur 12 mois ou plus. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement, quoi. Oui, voilà. Après, il faut aussi prendre en compte s'il y aura justement une interconnexion entre l'environnement qui est sur Azure et un environnement qui pourrait être on-premise. S'il faudra peut-être plugger des applications ou autre. Ok.
Et sur le scaling, on a parlé un peu implicitement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai déjà 300, 400, 1000 utilisateurs sur WVD. Je dois en rajouter 100, 200 demain parce que je viens de racheter une société ou je viens d'ouvrir une nouvelle agence ou quelque chose comme ça. J'imagine que ça se fait assez naturellement et facilement. Oui, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est déployer des VM, donc qu'en fait, après, on va rattacher au host pool. Et en fait, quand on aura déployé ces VM-là, il y aura un petit agent à déployer sur ces VM-là, qui est Windows Virtual Desktop Agent. Et dès que voilà, la petite configuration aura été faite, il y aura des petites commandes PowerShell qui vont permettre d'enregistrer ces nouvelles VM dans le host pool. Et ensuite, depuis le portail, on pourra avoir directement ces VM-là qui seront directement dans le host pool regroupant toutes les VM. Ok. Merci beaucoup. J'ai une question. Étant donné les actualités typiquement de la semaine dernière, hein, qu'on a tous encore en tête, je pense qu'elle est plutôt bien sentie. Est-ce que les données de mes utilisateurs de postes de travail virtuels peuvent peuvent se trouver sur deux data centers distincts? Ouais, comme l'avait justement présenté Pascal, il y a la possibilité justement avec l'architecture HubSpot, c'est d'avoir un deuxième VNet ou plutôt un subnet vraiment dans une autre location où on va du coup placer les VM et après faire communiquer tout ce qui est toutes les VM ou avec le control plan ou autre avec tout ce qui est VNet peering. Voilà, ça c'est des technos qui sont mis en place par Microsoft justement pour permettre cette flexibilité aussi au niveau des différents environnements, peut-être aussi en fonction de la localisation des utilisateurs. Ok. On le rappelle, hein, de manière générale, toutes les solutions de cloud public sont sujettes sont sujettes à cela. Finalement, on vous donne des briques de Lego. C'est à chacun de construire sa propre maison ou sa propre construction derrière. C'est pas toujours simple, hein, d'où le fait aussi, hein, il y a parfois des questions extrêmement binaires où on peut avoir une réponse oui, non, noir-blanc, etc. Et puis d'autres questions qui sont peut-être un peu plus complexes et qui font que ça crée aussi un écosystème qui est extrêmement dynamique avec à la fois donc, les équipes Microsoft qui portent la bonne parole sur le terrain au quotidien et puis les partenaires comme nous qui sommes à leur côté, quoi. J'avais pas d'autres questions. S'il y a peut-être une question qui est en train d'être écrite. Ah, Monsieur Noureddine, comme ça. Est-ce qu'il est possible de chiffrer les postes de travail? C'est-à-dire, Type avec un chiffrement type BIOS ou quelque chose comme ça, comme on peut l'avoir sur le poste physique. Enfin, j'imagine la question, si c'est pas ça, Nordine, n'hésite pas à préciser dans le chat. En termes de chiffrement. Alors, d'accord. Donc oui, par défaut, donc il y a déjà un chiffrement naturel qui est fait comme toute donnée stockée dans Azure. Toutes les données sont chiffrées. Après, c'est au client de décider s'il laisse faire le chiffrement avec des clés qui sont gérées par Microsoft ou s'il veut lui-même gérer ses clés de chiffrement. Donc, c'est une possibilité. Ensuite, il y a un deuxième niveau de chiffrement qui peut être fait, qui est un chiffrement des disques virtuels. Donc, c'est un chiffrement en fait qui équivaut et même qui est exactement du BitLocker sur les disques eux-mêmes. Donc c'est un niveau supplémentaire de chiffrement qui est fait par l'OS cette fois-ci, avec une gestion des clés par le client également. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire naturellement au niveau des machines virtuelles Windows, enfin des machines virtuelles dans Azure plutôt. Ok. Nordine, n'hésite pas, hein, si tu as besoin d'autres précisions, c'est le moment. Et sinon, tu connais nos numéros, donc tu peux aussi nous appeler, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Si j'ai pas d'autres questions, je clôturerai bien la session. C'est vous qui voyez, hein. Nous, on a prévu éventuellement déborder un tout petit peu s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Dernière chance. Et puis, de toute manière, si vous avez besoin de nous contacter derrière, il n'y a aucun souci. Aussi simple que ça. Et ça me permet d'afficher le dernier slide avec une adresse très simple, contact@itesintegra.com.
Nous allons vous envoyer un petit mail, comme je le précisais au départ, avec déjà pour vous remercier d'avoir assisté à la session. On sait que vous êtes tous très sollicités, il y a beaucoup de sessions qui sont organisées, c'est pas toujours simple de se dégager du temps pour ça. Donc on apprécie vraiment l'effort fait là-dessus. Et puis vous aurez également donc la possibilité dans ce petit mail-là d'avoir un lien vers le replay si vous avez envie d'en parler avec vos collègues ou autres pairs. S'il n'y a pas d'autres questions, et pour l'instant, ça ne bouge pas trop de ce que je vois sur mes différents écrans, un peu partout. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer la session. Merci beaucoup à Steve et Pascal. Voilà, c'était extrêmement limpide et je pense que c'était à la fois très riche en détails et en même temps, ça permet d'avoir vraiment des idées très claires en sortant de là. S'il y a besoin de précision, n'hésitez surtout pas. Et puis, une prochaine session, très prochainement, autour d'une autre solution dans l'univers Azure, pourquoi pas. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne journée. Excellente journée.